Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Aujourd'hui, je vous partage un parcours inspirant, celui d'un jeune cadre dynamique dans l'immobilier, amateur de viande et de voyages exotiques. Une vie qui semble sur un chemin tout tracé, anti-écolo, mais plutôt valorisé socialement. Jusqu'à ce que un simple documentaire bouleverse tout. C'est l'histoire de Paul Charon, cofondateur d'Hommage, une entreprise de mode de seconde main. Dans cet épisode, on va parler du parcours de Paul, de sa transformation écolo quand il était salarié, jusqu'à devenir entrepreneur d'une start-up éthique. On parle aussi de comment créer un business model qui tient compte des limites planétaires face à des impératifs financiers. Et c'était aussi l'occasion d'évoquer les impacts de la mode et de la seconde main. Et enfin, des défis qu'on rencontre quand on mène une telle entreprise. C'est-à-dire à la fois pour faire des choix alignés avec l'impact qu'on veut avoir, mais aussi pour être attirant et désirable, tout en ayant un positionnement engagé. Un beau jeu d'équilibriste. Bonne écoute! Alors bonjour Paul et bienvenue au micro d'Écolo au boulot. Salut Cassandre, merci beaucoup. Alors je vais commencer avec une première question un peu plus large que notre sujet. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être écolo au boulot? Ça c'est une belle question et je pense que c'est une question un peu à tiroir. Ça dépend un peu où on bosse en fait et c'est peut-être ça le premier le premier pilier de la réponse, c'est-à-dire si on a fait le choix délibérément d'être dans une boîte qui œuvre pour le bien d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental ou les deux peut-être que juste se rendre au boulot c'est déjà ça être au boulot mais c'est pas l'essentiel des entreprises loin de là donc après ça peut être dans toute une série de gestes que l'on fait par exemple le mode de transport que l'on choisit pour se rendre au boulot au quotidien et puis après les initiatives qu'on prend à titre personnel au bureau pour essayer de limiter sa consommation de je sais pas quoi, tu vois, de consommables, de trucs, les plats qu'on choisit à la cantine ou autre. Et puis après, ça peut être un certain nombre d'initiatives que l'on crée ou auxquelles on prend part. Alors moi, je suis dans une petite start-up donc engagée, donc en plus forcément c'est pas exactement c'est pas comme ça que ça se passe, mais de mon souvenir des grands groupes, il y a souvent des regroupements de salariés qui réfléchissent et qui mettent en place des projets pour réduire l'empreinte énergétique, carbone ou autre de leur bureau, de leur entreprise. Et je pense que faire partie de ces trucs-là, c'est aussi en quelque sorte être écolo au boulot ou organiser des conférences et tout. Enfin, en vrai, il y a plein de trucs à faire. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et c'est souvent par des petits gestes que ça commence. Et ces petits gestes, ça compte. Ouais, carrément, comme tu le dis, il y a les éco-gestes pour être écolo au boulot, il y a tout ce qu'on peut faire avec ses collègues, tout ce qu'on peut organiser en interne pour améliorer les choses et il y a le fait donc de travailler pour une structure engagée et donc c'est cette troisième voie-là que tu as choisie. Alors donc, comme la plupart d'entre nous, en fait, tu n'es pas né écolo spécifiquement. Ça a été un processus qui s'est construit petit à petit, je suppose, avec prise de conscience individuelle, puis tu as dû faire des changements personnels dans ton quotidien, et puis finalement, tu as changé de profession pour créer Hommage. À la base, tu es ingénieur, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors après, ingénieur très généraliste et j'ai passé 5 ans dans un cabinet de conseil américain et ensuite 2 ans à bosser, un peu plus de 2 ans, à bosser en finance où en gros, j'étais responsable d'une équipe marketing digital. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire bye bye au salariat et créer une entreprise de seconde main dans la mode? Ouais, il ne s'est pas passé une seule chose dans ma tête et en fait c'est un chemin qu'il faut retracer étape par étape. Le début de tout ça, je suis capable de le dater assez précisément, c'est le 1er mai 2017. Le 1er mai 2017, c'est un truc tout bête, hein, mais j'étais au ski avec des copains et ma copine.
et pour la fermeture de la station de Val d'Isère, et parce que je suis un grand fan de ski. Et en fait, il faisait super moche, c'était impossible de skier ce jour-là, et donc du coup, on s'est retrouvé à regarder des documentaires avec ma copine dans la chambre, et on nous avait conseillé de regarder un documentaire sur la consommation de viande rouge et l'impact environnemental que ça a. Et parce que nous, on était des super grands fans de viande, et disons que c'était une personne un peu plus éveillée sur ces sujets-là qui nous avait conseillé le documentaire. C'est un documentaire très connu qui s'appelle Cowspiracy, je crois qu'il est disponible sur Netflix, Ouais. et il fait un peu référence, même s'il commence à dater un peu maintenant, mais en fait les vérités scientifiques derrière n'ont pas spécialement bougé. Et nous, on a regardé ça, on a pris une énorme claque dans la gueule, mais vraiment énorme, hein. C'est-à-dire que on était hyper viandard dans l'âme, même on se disait par moment, parce que ma copine je l'ai rencontrée au boulot, donc à l'époque on était consultants, on se disait bah, le jour où on en aura marre de se faire exploiter par ce cabinet, on quittera tout, on ira ouvrir un resto de viande rouge, je sais pas où. Ah ouais, c'était Vraiment, on votre était truc. dans un... Ah ouais, ouais, c'était vraiment notre truc. Et puis notre autre truc, c'était d'aimer partir comme ça 2-3 semaines à l'autre bout du monde en voyage. On a voyagé en Asie centrale, enfin, on a voyagé un peu partout, en Afrique et tout. Et et donc autant dire qu'on était très loin d'avoir une conscience environnementale aiguisée. Et ce premier documentaire, en fait, ça a été une claque. Après, on a commencé à dérouler une espèce de pelote, et quand tu commences, tu t'arrêtes jamais vraiment. Donc tu commences à comprendre l'impact bah, voilà, de tes modes de transport, notamment l'avion quand tu pars en vacances, le plastique, la pollution plastique, en particulier dans les océans, etc. Donc en fait, tu te rends compte que tout ton mode de vie en fait est ultra carboné. Et je pense que j'étais très clairement dans la catégorie plutôt, tu vois, jeune actif, un peu CSP+ citadin, avec une empreinte carbone à 15 tonnes par an, quoi. Et ça a été voilà une claque dans la gueule qui nous a fait changer. Donc, on l'a fait à deux, c'est quand même plus simple. Qui nous a fait changer tout dans nos modes de consommation quasiment du jour au lendemain. Même si en fait dans les faits ça s'est plutôt étalé sur 6-12 mois. Donc je suis devenu végétarien, enfin flexitarien d'abord, une fois par semaine de la viande. Et puis ensuite on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus simple et moins ambigu pour tout le monde de basculer sur du full végétarien. On a arrêté de prendre l'avion. Pour les vacances et puis même après pour le boulot. Euh, on a essayé d'être de zéro déchet. Alors maintenant, on est un tout petit peu moins rigide parce que ça peut être super compliqué. Ouais. Et du coup, ça peut être un vrai truc qui te prend la tête. Mais en tout cas, on limite à mort notre consommation de plastique à usage unique. Et on est devenu des gros adeptes de seconde main. Et ma femme, elle a même tout plaqué pour devenir brocanteuse. Donc autant dire que c'est un vrai truc qui est dans la famille maintenant. Et en fait, tout ça, petit à petit, ça a fait que moi, j'ai pu réduire mon empreinte carbone autour de 4 tonnes. Et ce qui est un énorme chemin par rapport à là où j'étais avant. Mais il se trouve que j'avais rien changé dans mon boulot. J'étais toujours, voilà, je suis passé de consultant à ensuite à bosser en finance, et les gens avec qui je bossais, avec qui je m'amusais vachement, mais c'était des gens qui avaient pas du tout le même genre de conviction personnelle et pas du tout le même genre de mode de vie, plutôt à rouler en SUV et à me faire des blagues sur Paul l'écolo du l'écolo au boulot justement, mais un peu tout seul Mm. dans son rôle. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de me voiler la face, hein. Il y avait besoin de réconcilier, de réaligner un peu mon moi perso et mon moi pro. Et il se trouve que j'avais une amie d'école, Marine, qui avait suivi à peu près le même chemin que moi, sur un rythme un peu différent, un peu plus tardif. Mais c'était un peu nous deux, les écolos de notre bande de copains cette fois, d'école Ouais, d'Angers. comment vous vous en êtes rendu compte de ça, que tous les deux vous étiez dans des entreprises où vous vous sentiez un peu seul avec vos valeurs au même moment? Ben d'abord, on s'est rendu compte que petit à petit, on faisait le même genre de cheminement personnel. Donc moi, quand je suis rentré, j'ai vécu un petit temps en Océanie, donc en Australie notamment, et un peu en Nouvelle-Zélande. Bah, je suis rentré, c'est là où j'avais pris les décisions un peu radicales sur le végétarianisme, etc. Bon bah tout le groupe de potes ils ont commencé à se foutre de ma gueule, à dire ok je sais pas ce qui lui est arrivé l'autre quand il est parti 6 mois, et puis ça a duré un certain longtemps cette rengaine, mais en fait je pense que ça avait touché une corde sensible chez Marine qui elle commençait à se renseigner aussi, et puis elle c'était la première à sauter le pas après moi pour dire bah moi aussi en fait je suis devenue végétarienne. Et donc ça a commencé à donner un peu plus de poids à notre discours écolo déjà au sein de notre groupe de potes. Et puis mine de rien, du coup, bah comme on était les deux un peu sensibilisés sur le sujet, on commençait à s'envoyer, je sais pas, tu t'envoies des articles, tu t'envoies des vidéos, tu t'envoies des trucs, tu commences dès que t'apprends des choses,
sur voilà le mode de vie, sachant qu'on avait exactement le même mode de vie. Marine, elle travaille dans un autre cabinet de conseil et ensuite elle a bossé dans une scale-up de logistique e-commerce qui en gros dont le seul objectif était de vendre, enfin tu vois, de faire bouger de plus en plus de colis neufs en provenance notamment d'Asie. Donc vraiment, elle était dans un monde très carboné et petit à petit, on devenait de plus en plus sachant sur la question, on se tirait un peu vers le haut là-dessus tous les deux et et jusqu'à arriver à la conclusion et en fait l'étincelle est plus venue de Marine où, pour ses 30 ans elle est venue me voir en disant en fait j'en peux plus quoi, ça marche plus. Et en fait moi je pouvais à la limite me raconter un peu plus d'histoire qu'elle parce que mon boulot il était pas connecté aussi profondément que le sien à l'hyperconsommation, tu vois. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ce qui te gênait, c'était d'être en décalage par rapport à tous tes collègues? Ou est-ce que, clairement, dans tes émissions, tu te disais, ben non, je peux pas contribuer à ça? Non, parce qu'en fait, la boîte dans laquelle j'étais, euh, c'était en gros une société de gestion de patrimoine qui possédait beaucoup d'immeubles et qui construisait des produits d'épargne dans l'immobilier avec du coup une composante RSE assez prégnante dans les programmes immobiliers, mais parce que c'est des normes européennes et françaises qui les obligent. Et donc tu vois, typiquement, c'est que des immeubles qui rachètent, ils mettent des panneaux solaires sur le toit, machin, les énergies utilisées, essayent d'être au maximum renouvelables, tout ce que tu veux. Donc en fait, tu pouvais te coucher tranquille sur tes deux oreilles en disant, je suis pas en train de dire que je suis en train de contribuer activement à la cause, mais je suis pas non plus en train de détruire le monde. C'est pas Je suis cata. en train de, voilà, je bosse sur un maillon de la chaîne immobilière qui est assez important, c'est-à-dire que il y a des immeubles qui ont des propriétaires bailleurs et nous on fait partie de ces propriétaires bailleurs et il y a des investisseurs particuliers en face qui ont besoin de placer leur argent et ça fait partie des modes de placement l'immobilier qui rapporte de l'argent aux investisseurs et en plus c'est plutôt tu vois c'était pas non plus les top level investisseurs, c'était un peu monsieur et madame tout le monde, donc tu dis c'est cool, je les aide dans leur vie à se constituer une épargne de sécurité, prévoir leur retraite, etc. Et le produit derrière, dans lequel ces personnes investissent, c'est pas un truc, on n'est pas en train de parler de plateformes pétrolières ou de mines de charbon. Enfin, c'est des bâtiments qui sont situés exclusivement en Europe et qui sont plutôt aux normes environnementales et donc du coup plutôt basse consommation, ce que tu veux, et dans lequel on injecte de l'argent, donc même tu es capable de faire des travaux, de les remettre aux normes et tout, donc tu pourrais quand même te dire ça va quoi. Je peux dormir sur mes deux oreilles, mais je dirais que c'est à la fois l'environnement dans lequel je me disais bon j'ai pas l'impression qu'on soit animé par les mêmes valeurs et qu'on partage les mêmes combats, mais puis même le mot combat est important, c'est j'avais pas du tout l'impression d'être dans un combat, j'avais déjà poussé au maximum les curseurs sur le côté perso, je pouvais pas aller plus loin, j'étais déjà le mec relou militant qu'à chaque fois que tu arrives dans un dîner te dit mec t'aurais pu éviter le truc en plastique jetable, on pourrait manger moins de viande, qui a converti tout le monde au plat végétarien et tout parce que sinon il vient pas et tout, enfin tu vois t'as déjà ce rôle là, toutes les casquettes, enfin tu vois t'as déjà fait 4 Noël avec ta famille où tu leur as dit bah non en fait on va pas manger de la dinde et tout, donc en fait tu peux plus aller plus loin, les gens ont déjà commencé à changer autour de toi, c'est super cool, mais tu te dis si je veux vraiment contribuer à une échelle beaucoup plus grande, ben ce que je dois faire c'est arrêter d'aller dans mon petit boulot comme ça où oui je suis le mec qui va éteindre les lumières et qui dit aux gens quand même ça serait cool que tu mettes un peu moins d'essence dans ta Porsche, enfin tu vois en fait ça n'a pas de sens quoi. Il faut que j'essaye de contribuer plus largement, donc il y avait soit je crois que Marine aime bien reprendre ces exemples là, il y avait soit une voie politique où tu dis en fait je pourrais m'engager en politique et tout mais en fait c'est pas nécessairement qui elle et moi on est. Il y avait un engagement associatif on the side. Je me dis en fait, j'ai mon boulot et puis après le soir et machin, je vais militer, je vais contribuer à tel ou tel asso, etc. Et c'est génial de faire ça, mais en fait, on avait quand même des vies super remplies, potentiellement des projets de mariage, famille, etc. Et donc en fait, on s'est dit, et aussi on avait envie de faire un truc ensemble. Et donc je pense que du coup, il restait la troisième voie qui était celle de l'entrepreneuriat où tu te dis, en fait, on peut créer un projet à impact positif qui contribue à résoudre les défis auxquels on fait face. Et là, on aura l'impression d'être utile plus, quoi. Au-delà de la sphère personnelle et amis, famille, là, potentiellement, tu te lances dans quelque chose qui peut transformer la société. Bon, il y a beaucoup de caveats et d'incertitudes, hein, comme dans toutes les boîtes, mais en tout cas, la volonté de transformer, elle est quand même là. Ok, vous l'avez vu dans l'entrepreneuriat. Donc en gros, si je résume, vous vous êtes transformé personnellement, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait changer de boulot et créer l'autre, créer votre société
pour changer les choses. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut changer quand même. Enfin, des problèmes de société et environnementaux, il y en a beaucoup. Comment vous avez choisi la seconde main et dans la mode? Voilà, je pourrais te dire, ouais, on a fait des analyses des études de marché dans tous les sens, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que on est surtout reparti de nos expériences en tant qu'acheteur et vendeur, enfin, en tant que consommateur de seconde main, plutôt à l'achat, mais aussi un peu à la vente. Et en tout cas, on avait repéré avec Marine, ben, un certain nombre de points de friction qu'on ressentait tous les deux sur les plateformes d'échange et d'achat-revente entre particuliers. Donc, et c'est des plateformes enfin, j'ai vraiment rien contre elles, parce que d'ailleurs j'en suis toujours d'ailleurs client, mais des Leboncoin, Vinted ou autres. Ben, en fait, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont, voilà, qui peuvent être painful pour certaines personnes. Désolé pour l'anglicisme, qui peuvent être pénibles pour certaines personnes, dont moi, dont Marine et dont un tas de gens dans notre entourage. Et ça nous a mis sur la piste de quelque chose, quoi, en se disant, ok, on a identifié que vendre c'est long, c'est compliqué, faut prendre des jolies photos, faut mettre ça en ligne, faut discuter avec les gens, négocier, faire des colis, les emmener au Mondial Relais. En fait, voilà, c'est long et pénible. Et si t'as, par exemple, concernant les vêtements, si t'as quelques dizaines de vêtements à vendre, bah, ça se compte en heures en fait, voire en dizaines d'heures, le temps que tu dois passer sur l'application pour vendre tout ça. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et ensuite, il y a des gens qui faire des colis, ça leur donne des boutons et tout. Enfin, voilà, chacun a son petit endroit qui coince vraiment. Et on s'est dit, ok, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Quand t'es étudiant, tu le fais parce que t'as du temps et pas beaucoup d'argent. Mais en fait, quand t'es dans une situation inverse, t'as un peu plus d'argent et beaucoup moins de temps, bah, tu vas pas le faire. Ouais, et du coup, tu vas pas avoir forcément un comportement très écolo parce que tu as la flemme, tu dis bon ben du coup mes vêtements je les recycle pas, je les donne pas, je les vends pas et j'achète du neuf parce que de toute façon j'ai pas le temps de Ouais, fouiller sur les plateformes. ouais, carrément. Et donc effectivement, à l'achat, il y avait d'autres freins qu'on a identifiés, et notamment le fait que il y a un manque de confiance, clairement. Dans le neuf, voilà, tu sais, il y a la marque, machin, les trucs qui vont arriver, personne l'aura. D'ailleurs, enfin, il y a une confiance qu'on devrait peut-être pas avoir ou en tout cas donner à la marque dans le neuf parce qu'en fait tu le sais pas mais tu reçois dans beaucoup de cas des vêtements qui sont traités aux produits synthétiques, etc. Enfin genre ce qu'on met dans les vêtements neufs versus potentiellement ce que tu peux avoir dans les vêtements de seconde main, à savoir je sais pas, juste des gens qui les ont portés avant, mais en fait limite c'est quand même c'est beaucoup moins nocif pour toi de mettre des vêtements de seconde main dont t'es pas 100% certain du côté hygiène que de mettre des vêtements neufs direct sur ta peau alors que tu sais pas de quelle manière ils ont été traités. Mais bref, dans tous les cas, il y a une image de la seconde main chez certaines personnes qui peut être un peu flippante ou en tout cas préoccupante. Donc tu te dis ok, je suis pas sûr de la qualité, je suis pas sûr du niveau de propreté, d'hygiène, etc. Je suis pas sûr de recevoir un produit conforme à la description parce que j'ai pas une boîte qui l'a vérifié et qui me certifie que c'est bien exactement ce que j'ai acheté. Si j'ai des problèmes, c'est super dur de renvoyer et puis en plus c'est toujours des galères logistiques. Les gens, les vendeurs, ils disent qu'ils vont t'envoyer le colis, en fait ils partent en vacances et tout. Et donc là, pareil, on a vérifié ça auprès de centaines de personnes, on a retrouvé les mêmes points de friction et on s'est dit ok, il y a un truc. Il y a un truc, c'est-à-dire que les plateformes de vente entre particuliers comme Vinted, elles ont éduqué le marché, c'est-à-dire que c'est pas tabou de vendre ses vêtements aujourd'hui, alors que ça pouvait peut-être l'être, enfin de vendre ses vêtements ou d'acheter de seconde main il y a 40 ans, c'était pas la même histoire, où c'était réservé à une certaine classe, certain type de population. Aujourd'hui, c'est pas le cas grâce à ces plateformes. Merci à elles, mais le service tel qu'il est, où c'est les particuliers qui font tout le boulot, et il n'y a pas trop de garantie et de confiance, et ben ça convient pas à tout le monde. Donc là, on s'est dit, ok, on va monter un truc qui va simplifier le processus pour tout le monde. Et l'objectif, c'est que comme ce sera simple, pas cher et écolo, bah, du coup, ça deviendra une évidence. En tout cas, une évidence pour les gens qui sont pas déjà convaincus. Et donc, on a monté Hommage comme ça, un service d'achat, de revente de vêtements super simple. Pour les vendeurs, tu mets tout dans un carton, tu nous l'envoies, nous on s'occupe de tout le reste. Contrôle qualité, prise de photos, fixation du prix, on fait tout. Et toi, t'as rien à faire, t'es payé quand c'est vendu. C'est un business model de dépôt-vente. Et du coup, en gros, tu regardes les ventes tomber depuis ton canapé, c'est assez confort. Hein. Côté acheteur, l'idée, c'est t'as une boutique en ligne qui va reproduire le même fonctionnement que dans le neuf, la même expérience que dans le neuf, des vêtements certifiés impeccables, des jolis visuels, un look and feel très proche d'un e-shop de mode normal, tu vois. D'ailleurs, on n'est pas une marketplace, on est C'est vraiment quoi un sur look and Shopify. feel? Pardon.
un, un ressenti quand tu es sur le site. Tu vois, tu auras l'impression d'être sur le site de n'importe quelle autre marque de mode, avec des vêtements qui sont shootés, pris en photo toujours de la même manière, de manière professionnelle, des descriptions qui sont toujours voilà identiques, des prix qui sont fixés de manière algorithmique, donc qui qui ne sont pas subjectives, fixées par des gens qui sont tous persuadés d'avoir les plus beaux vêtements du monde, et on les comprend, mais c'est pas vraiment en fait la réalité, c'est une petite déformation personnelle qu'ont les gens sur leurs vêtements. Et t'as un service client qui est prêt, là, dispo pour répondre à tes questions, une logistique professionnelle, la possibilité de faire des retours. En gros, l'idée c'est de dire il y a un contrat de confiance, quoi, pour paraphraser Darty. Euh, Hommage te permet d'acheter en toute sécurité, en toute confiance. Ok, d'accord. Bah, donc vous avez travaillé à peut-être un point de désirabilité des alternatives écolo. Enfin, en tout cas, l'alternative écolo qu'est la seconde main. Souvent, c'est ce qu'on reproche hein, aux produits ou aux démarches qui sont plus écologiques, c'est qu'elles sont pas forcément attirantes. Et en gros, vous avez travaillé à rendre l'utilisation de la seconde main, que ce soit à l'achat ou à la vente, plus désirable, plus attractif et surtout plus simple, du coup, ce qui contribue à l'attractivité et la désirabilité. Ouais, exactement. Donc l'idée, en fait, c'est exactement ça. C'est simple, désirable, en disant, en fait, il faut que ça devienne, dans la tête des gens, une évidence. C'est-à-dire que tu as le même produit, avec la même garantie sur la qualité, la même facilité d'achat, mais pour 2 à 3 fois moins cher, et 90% de réduction sur l'empreinte carbone. Donc, je réfléchis même pas. C'est sûr que j'y vais. Mmh. Voilà. Ouais. La réalité est un petit peu plus complexe, hein, parce que voilà, tu peux pas avoir exactement la même expérience en seconde main, parce que t'as que des produits uniques. Ça rend le modèle plus compliqué à opérer. Tu peux pas faire de photos portées sur des mannequins. Il y a plein de choses que tu peux pas faire, mais quand même dans l'essentiel de l'expérience du neuf, elle est là. OK, ça marche. Et alors justement, pourquoi la seconde main, vous vous êtes dit, OK, enfin vous avez repéré ce point un peu pénible pour les personnes en tant qu'usagers. Vous êtes dit: «Ah bah tiens, il y a ça, là il y a peut-être un truc à faire, sur ce sujet-là». La seconde main dans les vêtements, ça nous paraît écolo, mais en gros, comme ton objectif, c'était quand même de faire, largement plus que ta part pour l'écologie, hem, qu'est-ce qui concrètement dans la seconde main est mieux que dans le neuf? Enfin, en gros, vous vous battez contre quoi avec la seconde main? Ouais. Alors nous, alors, c'est des questions un petit peu différentes. Nous, on se bat avec hommage contre la fast fashion et l'ultra fast fashion. Mmh. Notre objectif, c'est que si les gens, en fait, aujourd'hui veulent acheter beaucoup, souvent, des vêtements pas chers, eh ben, en fait, il faut qu'ils le fassent avec des vêtements qui ont déjà été produits, pour lesquels les ressources ont déjà été extraites, l'énergie déjà brûlée pour faire tourner les machines et les usines, et les gens déjà exploités dans le passé. Et en fait, l'idée, c'est que faut que la fast fashion disparaisse. On a déjà produit de quoi habiller je ne sais combien de générations dans le futur sur les stocks déjà existants. L'année dernière, c'est 3 milliards de vêtements qui ont été mis en vente sur le marché en France, alors qu'on est 66 millions. Ça n'a juste aucun sens, tu vois, t'es à pratiquement 50 vêtements par personne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de remettre un peu les pieds sur terre et de se dire qu'on a déjà le stock pour à faire tourner entre nous pour pouvoir et peut-être, enfin, tu vois, assouvir nos besoins primaires, ça c'est absolument certain. Donc juste se vêtir, ne pas avoir Mmh. froid, machin. Mais même pour être créatif, pour être à la mode entre guillemets, voilà. En fait, on peut ralentir tout ce secteur de la mode dont la croissance aujourd'hui est tirée en mode fusée par la fast fashion. Mais en fait, faut arrêter ça, faut réduire ça parce que ça a un impact social et environnemental terrible. Et tu peux trouver des alternatives de meilleure qualité, plus originales, tout aussi peu cher en seconde main sans pour autant avoir l'air ringard, démodé ou ce que tu veux. Et donc en fait c'est un peu ça notre combat. Après il y a un combat un peu plus profond qui est de faire s'interroger les gens sur leur manière de consommer. Donc est-ce que tu as vraiment besoin de ça est-ce que tu as vraiment besoin de renouveler ta garde-robe, etc. Et en fait la première étape, parce que ça c'est un combat super dur,
et ça touche à plein de choses et il faudrait l'aide de l'État et qu'on régule un peu la publicité et tout. Mais en fait, aujourd'hui, rien que si les gens gardaient des habitudes à peu près similaires de consommation, mais qui se reportaient sur des vêtements qui existent déjà, on aurait résolu une énorme partie du problème parce que acheter un vêtement en seconde main, ça permet d'économiser jusqu'à 90% de l'empreinte carbone, quasi 100% de l'empreinte enfin, de la consommation d'eau aussi, parce que tu vas pas reteindre le vêtement, rediluer de la teinture, machin, etc. En fait, tout ça, ça n'existe plus. Ça a été déjà fait la première fois. Donc en fait, la seule empreinte environnementale que tu vas avoir, ça va être celle du circuit de distribution, donc les camions qui vont emmener les colis du vendeur A à l'acheteur B, les magasins si c'est de la vente en physique, etc. Mais ça reste quand même microscopique par rapport à toute l'énergie et le travail humain qu'il faut fournir pour cultiver la matière première si elle est naturelle et ensuite façonner les vêtements et les acheminer d'Asie à l'Europe où ils vont être achetés. Donc c'est là les vertus de la seconde main par rapport au neuf et c'est ça notre combat avec Hommage, remplacer la fast fashion par de la seconde main. Ok, très clair et un combat qu'on on comprend aisément. Du coup, je me demandais, est-ce que quand vous avez créé l'entreprise, il y a des choses que vous aviez vraiment en tête pour être le plus responsable possible? Je veux dire, au-delà du modèle de dire, ben, on veut tout miser sur lutter contre la fast fashion. Est-ce que voilà, il y a des choses que vous aviez en tête? Tu t'as parlé de l'impact du transport. Voilà, est-ce qu'il y avait des choses là-dessus? Vous avez un site internet. Est-ce que il y avait l'impact du numérique? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu t'es dit bon bah si vraiment on veut être exemplaire aussi nous-mêmes, faut que dès la construction on fasse bien les choses. Euh, la réponse rapide, c'est oui, on a réfléchi à ces choses-là. Maintenant, pour être hyper transparent, on sait que en termes d'impact, c'est l'épaisseur du trait. En fait, là où on va nous déplacer le plus de CO2, c'est en faisant grossir notre entreprise. Plus les gens achètent de la seconde main, si ça remplace des achats neufs, et ça on le vérifie, et c'est plutôt le cas dans 80-90% des cas, alors nous, on aura économisé des quantités bien plus grandes de CO2, parce que tu vois, des vêtements, ça se compte en milliers de litres d'eau pour des jeans, ça se compte en kilos de CO2 pour les autres types de vêtements. Donc en fait, à chaque fois que les gens achètent chez nous plutôt que en neuf, ça fait ça d'économiser. Et c'est là où va se situer le gros de notre impact. Donc la question, c'est si après au bureau on passe de EDF à Équateur, qui est un fournisseur d'énergie verte, en fait, ça va être marginal, tu vois, Mm, par rapport à l'impact de notre business. Et donc on se concentre sur les plus grosses batailles. Alors après, on a quand même réfléchi à des choses. Typiquement, le transport, c'est quelque chose. Au début, on fonctionnait 100% en point relais. C'était la seule option, même si les gens voulaient payer super cher, ils pouvaient pas envoyer à domicile. Bon après, on a eu des gens qui se sont plaints et on a été obligé de rajouter ce mode de livraison-là à domicile. Mais en fait, le point relais, c'est beaucoup plus écologique, en plus d'être plus économique, parce que en gros, tu vas réunir tous les volumes au même endroit. Il y a un camion qui va faire qu'un seul trajet pour le déposer à un autre endroit. Alors ça marche surtout pour les centres-villes, parce qu'après les points relais, pour les zones rurales, si les gens prennent leur voiture pour aller au point relais, bon bah t'as remplacé le trajet du camion par le trajet de la voiture. Mais en tout cas, comme notre clientèle, elle est plutôt urbaine, pas nécessairement en Île-de-France, d'ailleurs pas du tout, mais plutôt urbaine quand même. Et ben c'est beaucoup plus écologique. Et donc au début on fonctionnait que comme ça. Et aujourd'hui ça reste plus de 90% de nos volumes. Il y a simplement certaines personnes qui insistent pour avoir du domicile et notamment celles qui habitent dans des milieux un peu plus ruraux. Mais ça c'est typiquement des choses auxquelles on a réfléchi. Il y a d'autres choses. En fait, ce qui est cool quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de domaines où c'est pas toujours le cas, mais il y en a quand même certains où acheter plus écologique, ça peut aussi coûter moins cher. Et c'est là-dessus mm. que nous on utilise cette espèce de double effet qui se coule. Donc là, j'en ai parlé, la livraison en point relais, bah, c'est la plus économique et en plus c'est la plus écologique. Par exemple, nous, notre fournisseur de carton, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui récupère des cartons qui sont soit des cartons qui sont plus utilisés, soit des cartons de réemploi. Donc tu vois, je te donne un exemple, on a beaucoup de cartons de la marque Aesop, donc c'est une marque de cosmétiques un peu quali, et en fait ils ont changé le format de leurs cartons et changé un peu leur logo et tout. Bah du coup tous les stocks de cartons qu'ils avaient déjà fait produire et marquer, bah hop, plus besoin. Donc en fait ça c'est récupéré par cette entreprise qui s'appelle Carton Plein qui est géniale. Et nous, on achète nos cartons là-bas. Bah, ils sont 2 fois moins chers que partout ailleurs.
même si, enfin, tu vois, même Amazon avec les plus grosses réducs, etc., ça sera toujours moins cher que ça. Enfin, acheter chez Carton Plus sera toujours moins cher que d'acheter en neuf, même avec les plus gros fournisseurs et les plus grosses réducs. Et donc nous, ça nous permet d'allier à la fois le bon d'un point de vue écologique et social et l'économique. Et c'est bon pour notre business model parce qu'on a besoin de faire attention à tous les coûts. Parce que, faire de la seconde main, ça marche pas du tout, marge au sens MARGE, Ouais. ça marche pas du tout aussi bien que dans le neuf. Donc on a besoin de faire attention à toutes nos lignes de coûts. Là, on fait attention à ça, on fait attention à l'impact et au coût, et souvent on arrive à trouver des solutions qui vont de pair. Ça marche. Et justement, est-ce que des fois vous avez été face à des situations où, en gros, l'option écologique ou éthique, elle était tellement pas accessible financièrement que vous y avez renoncé? Ouais, ça arrive régulièrement. Donc là, je t'ai dépeint les situations où c'est cool, ça marche mieux. Mais alors typiquement, bah tu vois, pour du petit consommable, des choses comme ça, t'es dans un entrepôt, donc dans un monde de produits physiques, donc on a tout le temps besoin, je sais pas, t'achètes un mètre ruban, des trucs, enfin, voilà, enfin tout le temps du petit matériel comme ça, de fourniture. Bah, en fait, tous ces trucs-là, si tu veux acheter des matières responsables, du made in France, et ce que tu veux, machin, bah, en fait, tes coûts, ils font fois 10, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire de trade-off. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je pense que la première étape, c'est d'en être conscient, en disant, bah voilà, je sais. Chaque fois que j'ai passé une commande Amazon ou le Roi Merlin en achetant des trucs où je me dis ok c'est pas top, je suis obligé de prendre le moins cher, mais voilà, mais en fait déjà en avoir conscience, s'assurer que ça reste l'épaisseur du trait, donc ça reste marginal par rapport au cœur de notre business, au kilo de CO2, aux tonnes de CO2 que l'on déplace, et puis d'être toujours dans une démarche d'amélioration continue en disant voilà j'en suis conscient, et dès que j'aurai un peu plus d'argent, bah en fait j'ai une politique qui fait que je me sourcerai un petit peu autrement. Mais c'est sûr que il y a plein d'endroits où malheureusement ça passe pas. Ouais, OK. Ouais, du coup, vous avez un système de priorisation, en fonction de ce que ça représente comme pollution éventuelle et la différence de coût, quoi. Ouais, exactement. Après, tu vois, sur les gros postes, en fait, tu vois, on est locataire de nos bureaux, donc malheureusement, tout ce qui est consommation énergétique, etc., on n'a pas trop la main dessus. Mais après, on a bien froid l'hiver, donc j'imagine que, enfin, j'espère ils ont fait des économies de ce point de vue-là. Donc nous, là, on est assez droit dans nos baskets là-dessus. Et puis après, tu vois, tous nos terminaux. Donc on utilise beaucoup de téléphones, d'ordinateurs, que ce soit les équipes opérationnelles ou les équipes bureaux, comme on les appelle chez nous, donc les rôles de siège plus classiques. Et ben on achète au maximum reconditionné, ou alors on fait du leasing, c'est-à-dire que c'est des entreprises spécialisées qui nous louent du matériel, souvent de seconde main, et qui après le récupèrent, le reconditionnent et vont le remettre en location. Donc on essaye là aussi, puisqu'on sait que l'impact du numérique, tu vois, ben, c'est essentiellement les terminaux et le temps que tu vas les garder et le type de terminal que tu vas acheter, et plus il est de seconde main, enfin s'il est de seconde main, l'impact il est largement réduit. Bon bah ça c'est des choses auxquelles on fait attention. Donc effectivement on va prendre par poste, mais le plus important dans notre business c'est de vendre le plus de vêtements de seconde main et remplacer des achats neufs. Donc 95% de notre énergie elle est dédiée à ça. Ce que j'allais te demander, tout ce que tu viens de citer, c'est des choses qui, bah, mine de rien, prennent un petit peu de temps d'aller, sourcer des fournisseurs, alternatifs plutôt que prendre Amazon et être livré dans la journée et cetera. Hem et souvent, c'est ça qui pose problème. Ouais, ben exactement. Donc c'est un, c'est un, c'est un arbitrage à faire au quotidien. Donc nous, le parti pris, c'est qu'il y a 95% de notre temps et de notre énergie, peut-être même plus que ça, qui est dédié à faire grossir notre boîte, parce que c'est là où on va c'est là où on va avoir le plus d'impact. Et puis ensuite, on sensibilise chaque personne chez Hommage qui est quand même déjà engagée un peu de base, parce que tu rejoins un projet assez où l'engagement est assez fort, assez présent dans la culture. Bon ben, on sensibilise tout le monde là-dessus, et on invite tout le monde à se poser les questions à chaque fois qu'il sort une carte bleue professionnelle. Et, et en fait, ça se passe assez bien parce que tout le monde a cette espèce de bon sens qui caractérise les employés d'une start-up très jeune, qui a pas beaucoup de moyens. Tu essayes de voir
tout le monde est bien sensibilisé à ce qui pollue plus versus le moins. Tout le monde est assez sensibilisé au fait que bah, souvent, quand c'est produit en France, c'est des ressources, c'est de l'énergie qui est avec un mix énergétique beaucoup moins carboné, etc. Donc c'est quand même mieux d'acheter des trucs made in France. Mais l'écart de prix parfois bah, tu vois n'est pas Sûr. justifié au regard des finances qu'on a. On va pas se mettre en difficulté juste pour tu vois acheter des ciseaux made in France quoi. Donc donc voilà, on fait preuve de bon sens, on se focalise sur les endroits où ça compte et sur tout le reste on a aussi plein d'autres manières d'avoir une influence. Donc oui, on essaie d'être exemplaire évidemment, mais aussi plein d'autres manières d'avoir une influence déjà sur la vie des gens, de nos clients, de notre communauté, de nos collaborateurs, où au fait on se dit si on n'est pas capable nous d'être parfait, on peut au moins expliquer pourquoi on n'est pas parfait, comment ce serait dans un monde meilleur où on avait plus d'argent si on voulait être parfait, et puis sensibiliser aussi sur bah, la mode parce que c'est le truc qu'on connaît, et puis même un peu plus loin que la mode, sensibiliser sur la protection de l'environnement au sens large du terme, et ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans Ouais, les mais c'est vrai que newsletters, c'est un sur conseil qui Instagram, s'applique sur même LinkedIn, moi sur mon en compte tant personnel, qu'individu. etc. C'est que des fois, au lieu d'aller essayer de rogner, de diminuer ton empreinte carbone le plus possible personnel et te prendre la tête pour quelques centaines de kilos de CO2 que tu n'arrives pas à enlever de ton empreinte carbone, bah, va plutôt expliquer aux autres comment réduire la leur qui est bien plus importante, va plutôt sensibiliser, influencer les autres ou essayer d'aider les autres. Ah, mais ça c'est clair. Si tu enfin, tu vois, moi effectivement, si je cherchais à gagner 500 kilos de CO2 sur ma facture annuelle, ça commencerait à devenir sacrément contraignant, sachant qu'en plus maintenant j'ai deux enfants, etc. Donc enfin, ça, limite tu t'es obligé de faire des choix qui vont plutôt dans le sens contraire. Et ben en fait, si à côté il y a ton copain ou ta pote qui prend trois longs courriers par an et qui mange de la viande à tous les repas, ben, si tu arrives à faire changer un peu ses habitudes, ne serait-ce que de Mm. 15 ou 20%, ben c'est bon, enfin, tu vois, toi, t'as eu un impact beaucoup plus grand que si tu t'arrachais les cheveux à essayer de dire, attends, peut-être que, enfin, tu vois, ce petit geste dans ma vie que j'arrive pas à changer parce que c'est trop compliqué pour moi, mais en fait, ça sert à rien de mettre ton énergie là-dessus. Ouais. Et c'est une question que j'avais aussi. Est-ce que vous faites de la mesure d'impact? Justement, quand tu dis notre impact le plus important, c'est quand ben, on vend des habits de seconde main à des personnes qui auraient peut-être normalement acheté de la fast fashion. Ça, est-ce que vous le quantifiez d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'est plutôt le raisonnement logique? Alors, le raisonnement logique, il tient, c'est sûr. Euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous. Il y en a un très connu aux États-Unis qui s'appelle ThredUp qui sort un rapport tous les ans qui explique les bienfaits de la seconde main par rapport au neuf, mais aussi tu vois les bienfaits sociétaux, machin. Ça crée des jobs locaux non délocalisables, etc. Enfin, il y a le truc est bien fourni, ça montre un peu les tendances, etc. Donc nous on s'appuie forcément là-dessus en disant bah en fait on fait à peu près le même business dans un marché qui est Mm. similaire, même s'il est un peu moins boulimique que les États-Unis, ça reste quand même quelque chose de très très similaire. Donc il y a des gens qui ont l'argent et le temps pour aller chercher de la data sur voilà une entreprise qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à nous avec 10 ans d'avance. Bah voilà, on sait que les chiffres sont là, c'est pas appliqué spécifiquement à la France et à Hommage, mais d'ailleurs, ça serait un peu mieux disant, tu vois, il n'y a pas trop de points relais aux États-Unis. Le mix énergétique est plus carboné qu'en France. La surconsommation elle est bien plus présente, etc. Donc en fait, tu dis que limite nous ce serait encore mieux que ça. Et les bénéfices dans ce rapport sont Ouais. montrés d'année en année par rapport au neuf. Donc on est serein, très très serein sur les bases scientifiques de l'impact de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est capable de le mesurer au gramme près de CO2? Évidemment non. Est-ce qu'un jour on voudrait être capable de faire ça? Oui. Mais aujourd'hui, on n'a ni l'argent ni le temps à consacrer à ça. On est quand même assez serein voilà sur les bases scientifiques et on est assez vigilant aussi sur quelque chose qui s'appelle l'effet rebond, qui est un truc qu'on reproche souvent à Vinted, c'est-à-dire de ne pas avoir eu le bon, enfin tu vois, l'essor de Vinted n'a pas permis de faire diminuer le nombre de vêtements neufs qui sont mis sur le marché en France, et ça on le voit, voire même certaines personnes considèrent qu'il y a eu un phénomène d'accélération de la rotation des dressings des gens. Ouais, ils achètent du neuf en se disant tant pis si je le veux pas, si ça me va pas, je le revendrai sur Vinted. Exactement. Donc
ça, c'est un truc que nous, a été assez préoccupé par ça dès le premier jour. Je suis pas en train de dire que je garantis que Hommage est euh, il y a zéro effet rebond sur Hommage. Déjà, c'est impossible de te garantir ça. Et ce serait probablement malhonnête. Mais ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a un modèle de commissionnement qui est très différent de celui de Vinted. Le truc de Vinted, c'est que ça prend 0% de commission sur une vente. C'est l'acheteur qui porte la commission et c'est une toute petite commission. D'ailleurs, ils ont mis 15 ans à gagner de l'argent, à devenir rentable, Vinted. Donc en fait, c'est un modèle qui clairement était pensé pour grossir très vite, faire très très vite énormément de volume, avec du coup les conséquences néfastes qu'on connaît avec cet effet rebond. Nous, on a pensé le modèle de manière très différente, c'est-à-dire que tu peux pas devenir richissime en vendant des vêtements sur Hommage, ou alors ça veut dire que en fait tu vas laisser au moins la moitié de la valeur en chemin, tu vois. C'est-à-dire nous, comme on bosse à ta place, si tu vois, si t'as acheté un vêtement j'en sais rien, 150 euros. Nous, on va plutôt le revendre autour de 70 euros. Et là-dessus, toi, tu vas Mhm. toucher 30-40 euros. Nous, on va garder le reste. Donc, en fait, si derrière, c'est pour te racheter des vêtements, bah, rapidement, tu vois, en fait, ton argent, ta pile d'argent, elle va diminuer. Donc, tu es forcément dans une logique un peu plus consciente de ce que tu fais. Tu es moins dans un automatisme comme tu peux avoir sur Vinted de j'achète, je porte deux fois et en fait, je revends quasiment au même prix. Ou de toute façon, c'était de la fast fashion, c'était tellement pas cher que en fait je l'ai acheté 10 euros, je le revends 8 euros, bah tu vois, j'ai quasiment rien perdu. Moi, ça, c'est une approche de consommation de la mode accélérée par la seconde main que tu ne peux pas reproduire chez Hommage parce que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la fast fashion et l'ultra fast fashion, c'est des choses qu'on n'accepte pas ou très peu sur Hommage. La seule exception, c'est Zara parce que c'est une marque qui déjà est présente chez toutes les clientes, même les clientes qui ont des top vestiaires avec que du Cézanne et du Sandro et du APC et tout, elles ont toujours 15% de Cézanne, donc il fallait quand même qu'on puisse euh, parler à ces vendeuses-là aussi. Et puis c'est aussi la marque de fast fashion qui est un petit peu plus au-dessus en termes de qualité, et nous ça nous permet de rester rentable en Ok. acceptant le Zara, mais c'est de l'exception. Mais tu vois, H&M, du Camaïeu, Primark, Shein et tout ça c'est refusé chez nous. Donc c'est pareil, on est Mhm. de fait un peu moins dans ce monde de la fast fashion, de l'ultra consommation, du truc où de toute façon les fringues ça vaut rien, donc je les achète, je les revends et voilà. Donc on est extrait de ce système-là. On communique aussi beaucoup sur les achats en pleine conscience. On a des gens, on sait, qui viennent chez nous en partie pour le prix, mais aussi en partie pour le côté engagé du projet. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont très présentes dans nos têtes, auxquelles on essaye sur lesquelles on essaye d'être super vigilant. Et voilà, moi j'espère que en étant de bonne foi, en communiquant assez de manière assez transparente là-dessus, hein, en étant toujours assez vigilant, en se disant ok, est-ce qu'on est toujours en train de servir la cause? Euh, est-ce que euh, est-ce que notre modèle il dérape pas et on s'éloigne pas de notre mission? Bah ça permet d'être certes Ouais, ça pas marche. parfait, mais en tout Ouais. cas de ramener dans la Et bonne donc, direction. ces clients et ces clientes, est-ce que tout à l'heure, tu disais on les sonde. Est-ce que vous les connaissez pour savoir, est-ce que c'est des gens qui, en fait, dans tous les cas, auraient privilégié de la seconde main, ou est-ce que vous arrivez à avoir votre proposition de valeur qui les fait changer par rapport à leurs anciennes habitudes de consommation, peut-être? Et ben en fait on a un peu de tout. Ce qu'on voit c'est que les quand même, essentiellement, c'est des gens qui connaissent la seconde main et qui ont déjà essayé. Donc ça, je pense qu'on est encore dans une phase de développement où on n'est pas voilà connu des masses et on n'a pas forcément pu aujourd'hui transformer une grande partie d'acheteurs en neuf enfin les emmener vers de la seconde main via Hommage. Ça existe, mais c'est encore marginal chez nous. Le cœur de notre clientèle à l'achat, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à la seconde main, qui ont déjà tenté l'expérience sur des plateformes de vente entre particuliers, comme Vinted par exemple, soit qui ont été déçus, et qui du coup sont retournés vers le neuf et cherchaient une alternative plus qualitative où il y a un peu plus de confiance. C'est comme ça qu'ils se retrouvent chez nous. Ou alors, c'est juste des gens qui multiplient les plateformes sur lesquelles ils vont chercher des vêtements parce que ben, c'est cool, tu vois, tu as une offre de plus en plus diversifiée avec peut-être des services à valeur ajoutée chez l'un ou chez l'autre et on les comprend parce qu'avant, quand tout le monde achetait en neuf, pareil, t'étais pas client d'une seule marque de mode, tu passais un peu de voilà, c'est un peu la même chose, surtout si tu cherches des pièces précises.
ou d'une marque précise, bah, plus tu utilises des plateformes différentes, plus tu as de chances de trouver. Donc on les comprend. Mhm. Mais ça reste quand même voilà des gens qui sont assez, en tout cas qui sont éduqués sur le sujet de la seconde main. On commence à voir des gens qui font leurs premiers achats en seconde main chez nous. Et là, c'est des avis clients qui sont souvent très faciles à remarquer parce que il va y avoir beaucoup on va beaucoup insister sur la qualité, la propreté, l'hygiène des vêtements, alors que les gens qui sont plus habitués à la seconde main, ils vont dire c'était bon, c'était nickel, c'était conforme à ce qu'il y avait dans l'annonce. Ce qui veut aussi dire qu'ils avaient eu des problèmes de conformité euh, dans d'autres expériences, mais voilà. Ok, d'accord, ça marche. Et alors, un autre sujet dont je voulais qu'on parle, c'est le fait que vous êtes devenu entreprise à mission. D'ailleurs, je crois que vous avez réalisé votre première audit il y a pas très longtemps, cette année. Pourquoi c'était important pour vous d'aller vers ce statut? Parce que, en fait, quand, je sais pas, quand on dit je suis une start-up dans la seconde main, on comprend que c'est écolo parce que ça préserve des ressources. Il y a peut-être pas forcément besoin d'en rajouter pour être crédible. Alors, qu'est-ce que vous, ça vous ajoute? Pourquoi vous êtes allé vers le statut d'entreprise à mission? Donc le statut d'entreprise à mission, c'était quelque chose, je pense, d'assez important pour Marine et moi. Donc la volonté à la base, le driver de ce projet-là, c'est vraiment nous en tant que fondateurs. L'idée, c'était de pouvoir en avoir toujours une espèce de boussole sur l'impact et que ça nous serve de point de référence, de s'assurer en fait que dans tout euh, nos plans d'action, nos roadmaps, etc., il y a toujours quelque chose qui nous ramène à pourquoi on a créé cette boîte, quelle mission on s'est donné et quel impact on veut avoir sur l'empreinte carbone de la mode. Et donc l'idée c'était de sortir du financier, d'avoir quelque chose à côté qui nous pousse toujours à nous questionner, justement à revenir sur ces trucs de d'effet rebond, en fait souvent tes décisions business, en particulier en seconde main, mais c'est vrai aussi dans le neuf. Et ben, ce qui est moins cher, c'est souvent un peu moins disant d'un point de vue environnemental. Donc, on a parlé des exceptions où tu peux avoir mieux disant environnemental, mieux disant social et moins cher. Et ça, c'est trop cool. Et il faut absolument foncer. Il y a plein d'autres cas où c'est différent. C'est ça qui a amené je sais pas, toute l'industrie de la mode à se délocaliser à l'autre bout du monde parce que la main d'œuvre était moins chère, bon, avec du coup les catastrophes sociales et environnementales qui en ont découlé. Donc nous, on voulait avoir quelque chose qui régulièrement nous force à faire le point et dire ok, est-ce qu'on n'est pas en train de dériver? Est-ce que ces objectifs-là qu'on s'était fixés pour être un peu les meilleurs sur tel ou tel aspect, et ben est-ce qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on va assez vite? Et ouais, c'était quelque chose de très important pour nous, même si comme dirait enfin, tu vois, comme je sais plus qui Mhm. m'a dit il y a pas longtemps, pour nous, c'est plus facile parce qu'on est natif de l'impact. C'est-à-dire qu'on est né dans l'impact et le cœur de mission, si on grandit, a priori, on coche, ça serait super facile pour nous de devenir B Corp, par exemple, si on avait envie de mettre du temps et de l'argent là-dedans, parce qu'on coche déjà de base beaucoup plus de cases qu'un total, tu vois. Mais pour autant, c'était quand même important d'avoir quelque chose en plus. Et il y avait aussi une autre dimension, c'est qu'on est, nous, sur un modèle de plateforme où on a besoin de faire beaucoup d'investissements au début du projet pour ensuite grossir et avec l'effet volume devenir profitable. Mais ça veut dire qu'il y a quand même toute une période où on l'est pas, c'est-à-dire qu'on a besoin de financement extérieur, donc d'investisseurs extérieurs. Et on sait que ça arrive, que les investisseurs aient pas nécessairement les mêmes convictions que toi et pas nécessairement le même moteur. Et du coup, ça peut amener à une situation un peu compliquée où toi, tu veux prendre des décisions qui vont plutôt dans le sens de l'impact et les autres veulent plutôt prendre des décisions, donc tes actionnaires, dans le sens de la profitabilité, de la baisse des coûts, de l'explosion des revenus, quitte à créer un peu de casse sociale et environnementale. Je suis pas en train de dire que tous les investisseurs sont comme ça, mais j'ai Mhm. rencontré des entrepreneurs qui m'ont expliqué qu'il y a pu avoir des tensions comme ça parce que tu as des forces qui tirent dans des directions différentes. Et nous, on savait qu'on allait faire appel à des financements extérieurs, de l'écosystème tech, pas que de l'écosystème impact. Et du coup, ça nous paraissait important d'avoir ce garde-fou parce que quand même le statut de société à mission, en fait, enfin, ta raison d'être, elle est dans tes statuts et et du coup, ça te force quand même. Il faut pas définir des objectifs qui sont complètement décorrélés de la réalité financière de ta boîte, mais ça te force quand même voilà, à te poser les bonnes questions régulièrement, à te faire auditer et ça amène du coup une légitimité à ce process extra financier, même si
tes investisseurs, ils l'auraient pas fait spontanément. Bon, bah voilà, il y a ce cadre-là dans lequel tu t'inscris et ça permet d'avoir cette boussole. Ouais, c'est ça. Donc vous l'avez vu plutôt dans un objectif, plutôt long terme, de continuer à aller dans la bonne direction, même quand on a le nez dans le guidon et de pouvoir se protéger quelque part, d'être aligné avec les investisseurs qui rejoignent, qui qui Exactement. qui qui financent la société. OK, ça marche. J'avais une dernière question. Du coup, ben, je pense que ça transparaît énormément quand toi tu parles et dans le fait d'être entreprise à mission. Mais donc vous êtes une entreprise, je pense qu'on peut qualifier de militante, qui fait un peu de lobbying, en tout cas au minimum auprès de ses clients, de ses clientes, peut-être même au sein de son écosystème. Et c'est vrai que ce terme entreprise un peu militante, ça fait un peu vieillot. Enfin, moi, ça me rappelle les structures où j'étais en stage au tout début de ma carrière, où en gros militant, c'était des coopératives d'intérêt collectif, du sociétariat citoyen. Et la blague, c'était bah ouais, les premiers clients de ces structures-là, les sociétaires, ils habitent dans leur ZAC et ils s'habillent avec des pulls en poil de yak. Et du coup, pour des jeunes, c'est pas hyper attractif. Et pourtant, c'est hyper nécessaire. Donc ma question c'est, en plus, vu que vous êtes dans la mode, est-ce qu'il y a une méthode pour rendre le fait d'être militant, d'être engagé, un peu stylé et désirable, et pas risible? Ouais, alors moi, loin de moi l'idée de d'ériger hommage en exemple de militantisme positif ou autre. Je trouve qu'on est beaucoup plus humble que ça, mais j'ai quand même des exemples de boîtes très engagées avec du coup des messages assez forts et ça passe bien, tu vois. Donc, je pense qu'il faut, euh, je pense qu'il faut regarder ces gens-là qui sont des sources d'inspiration pour nous et nous, on essaye d'être un peu dans la même mouvance, mais je peux certainement pas faire semblant que pour l'instant, je suis sur j'ai le même genre de succès qu'un Back Market ou qu'un Green Got ou même qu'un Loom, tu vois. Loom, c'est une marque de vêtements portée par Julia Fort qui est coprésidente du mouvement Impact France. Ben ça, c'est une boîte qui assume le côté militant et qui l'assume plus. Et c'est un message qui passe bien. Donc je pense que tu touches quand même, tu touches une certaine clientèle qui est très sensibilisée. Je pense que tu fais peut-être peur à une autre. Mais bon, c'est un choix que la marque fait, un peu plus consensuel, et j'en ai cité deux, tu vois, qui marchent très bien. Green God, qui du coup est une néobanque, et Helios, je cite aussi la deuxième alternative bancaire Green, qui est aussi hyper cool. Enfin, c'est deux boîtes qui veulent transformer un système vieux comme le monde, le système bancaire qui bah, il fournit tout l'argent pour polluer aux plus gros pollueurs. Donc il y a clairement une cause qui est super noble, et en fait, enfin, tu vois, c'est fait de manière intelligente et ce militantisme, il se transforme plutôt en mouvement citoyen où les gens se disent ah ouais c'est cool, moi en fait je peux faire ma part dans ce combat-là juste en changeant de banque quoi. Et là c'est pareil, tant que tu as au rendez-vous la simplicité d'usage, l'expérience utilisateur au carré et tout, donc c'est le cas chez Loom évidemment parce que les vêtements sont super bien coupés, faits, etc. Chez Hommage aussi, je vais me mettre un peu dans le même sac parce que super simple d'acheter ou de vendre chez nous. Bah, chez Gringot ou Helios, super simple d'ouvrir ton compte en banque et t'as les mêmes genres de services, c'est comme une banque normale sauf que ça pollue pas. Chez Back Market, là c'est limite un truc un peu plus impertinent, la com elle est marrante, il y a des blagues partout et tout. Et puis bah tu vends des iPhones à moitié prix, donc en plus tu as l'argument prix pour convaincre tout le monde. Donc je pense que c'est des beaux exemples qui montrent que c'est possible d'avoir un positionnement engagé, voire militant sans que ça te fasse tout de suite passer pour tu vois un babot sans claquette. Tu peux justement être complètement dans l'air du temps, proposer les meilleures expériences clients, meilleures expériences digitales, avoir des messages qui sont assez forts, un service qui est équivalent en termes de qualité, mais qui est beaucoup plus porteur de sens et du coup ça marche quoi. Ouais, OK. Ouais, ouais, c'est en gros, c'est pour être un peu désirable en tant qu'alternative écolo, il y a la question, du prix que tu viens de citer, la question de l'expérience de vente. Est-ce que, c'est un truc complètement décalé ou qui ressemble vraiment à toutes les plateformes, mainstream? Et puis le discours aussi? Exactement. Et je pense que je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus assumé par certains acteurs d'aller assez loin dans le discours, sans pour autant être culpabilisateur, etc. C'est rarement le rôle que se donnent les entreprises. Et pour autant, ça veut pas dire que tu peux pas faire passer des messages forts, faire des campagnes un peu choc, etc. Donc nous, on fait un peu ça. Euh, tous les acteurs que je t'ai cités le font aussi, et c'est cool. Et ça passe de mieux en mieux. Ça montre que le débat, il s'ouvre
c'est un peu moins stigmatisé, voilà, militant, pancarte, place de la République, fumigène qu'avant, et tant mieux, parce qu'en fait c'est pas ça. On est juste des boîtes qui essaient de faire tourner le monde dans le bon sens, tu vois. Et au final, je pense que les consciences s'éveillent et donc ces messages ils passent mieux. Et en plus, comme ça vient avec une expérience utilisateur qui est top et des prix qui parfois sont très favorables, et ben ça fait que le mouvement prend de l'ampleur et ça c'est génial. OK, super. Bah, écoute, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. J'espère que le témoignage sans langue de bois de Paul vous a plu. Moi, je retiens plusieurs choses qui renforcent mes convictions dans le parcours d'engagement dans le changement. Pour changer le monde, change-toi toi-même. C'est un peu ça l'idée. Pour en arriver à créer une entreprise éthique, Paul a commencé par se changer lui-même. Et toutes ses connaissances, tout ce qu'il a découvert dans sa transformation personnelle, l'ont amené à avoir envie de changer et ils lui ont donné les ressources pour créer une structure qui avait le pouvoir de démultiplier son impact personnel. Je retiens aussi qu'en entreprise, on est toujours sur le fil entre les nécessités financières et l'impact positif qu'on veut avoir. Et que pour réussir à vendre une alternative écologique, il faut la rendre désirable. Et ça passe par 3 choses. Déjà, le fait de proposer un service de qualité égale ou supérieure au marché. Il faut que ce soit simple, qu'on comprenne facilement les bénéfices. Si c'est trop technique, c'est compliqué à vendre. Il faut aussi offrir des prix compétitifs, idéalement inférieurs au marché de base. Alors ça fonctionne dans la seconde main. Et il faut communiquer efficacement sur l'impact des choix de consommation. Et alors c'est encore plus vrai quand l'alternative écologique elle est plus chère que ce qu'on trouve sur le marché, parce qu'il faut aller justifier et convaincre que ça entre dans le cadre d'un changement de consommation plus global. Et dans tous les cas, c'est un message qu'il faut porter quand on est une structure engagée et qu'on veut rendre son produit désirable. Alors maintenant, si vous êtes convaincu qu'il est nécessaire d'agir pour une mode plus durable, ou que vous voulez vous inspirer des conseils de Paul, voici mes 3 conseils pour passer à l'action à différents niveaux. Alors à votre niveau individuel, adoptez la seconde main au bureau. Vous pouvez commencer clairement par revoir votre garde-robe professionnelle. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'utilisez plus et que vous pouvez proposer en seconde main. Et lors de votre prochain besoin vestimentaire pour le travail, eh bien optez pour un achat de seconde main plutôt que quelque chose de neuf. Vous pouvez utiliser les plateformes comme Hommage ou organiser un vide dressing entre collègues ou entre amis. Non seulement vous allez réduire votre impact environnemental, mais vous allez en plus faire des économies. À un niveau plus collectif, donc avec vos collègues, vos partenaires, vous pouvez organiser un défi mode durable au bureau, peut-être un challenge sur un mois où on porte que des vêtements de seconde main, ou alors vous échangez des tenues entre vous, des bons plans, des informations aussi sur l'impact de la mode, hein. On l'a vu, il y a beaucoup d'impacts environnementaux que les personnes ne connaissent pas toujours, donc ça peut être l'occasion de sensibiliser vos collègues. Et enfin, dans toute l'entreprise, là-dessus on va pas forcément parler de mode, mais plutôt d'évaluer et d'essayer de maximiser l'impact positif de votre entreprise. Déjà, vous pouvez analyser l'activité principale de l'entreprise où vous travaillez. Si elle a un impact positif sur la société, sur l'environnement, comment est-ce qu'on peut maximiser cet impact-là? Et comment est-ce que les produits, les services, ils peuvent être orientés dans ce sens-là pour avoir un grand effet bénéfique, le plus grand effet possible? Et vous pouvez aussi identifier le bon équilibre à avoir entre, ok, mon entreprise, elle peut avoir un impact social, environnemental fort à l'extérieur de l'entreprise par les produits et les services qu'on vend, par exemple, ou on peut avoir un impact fort en changeant nos pratiques à l'intérieur de l'entreprise, via nos éco-gestes, nos achats responsables, etc. Et là-dessus, vous pouvez déterminer quelle part d'effort peut être consacrée à l'impact via votre activité et quelle part d'effort peut être consacrée aux éco-gestes, à tout ce que vous pouvez mettre en place en interne. Par exemple, chez Hommage, c'était 95% sur l'impact de l'entreprise et 5% sur nos éco-gestes en interne, parce qu'en fait, déjà, ils en faisaient déjà beaucoup de base, hein. Le fait d'avoir des salariés sensibilisés, ça aidait, mais ils disaient, nous, on a beaucoup plus d'impact quand on vend de la seconde main plutôt que quand on réduit un tout petit peu notre consommation de papier. Donc vous pouvez essayer de trouver cet équilibre-là dans l'énergie que vous allez passer sur ces projets, parce que c'est toujours pareil, en fait, il faudrait tout faire, mais on n'a pas forcément le temps, d'où l'idée de pouvoir prioriser avec cette vision
Impact interne, impact externe, quelque part. Alors merci et bravo d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était le dernier de cette saison de podcast printemps-été, mais on se retrouve début septembre pour une nouvelle saison avec des épisodes inédits. En attendant, venez me raconter quel épisode vous a le plus inspiré ou le motivé à agir, et aussi ce que vous voudriez entendre pour la suite. Dites-le moi par message sur Instagram, le compte c'est @écolo-au-boulot, ou par email cassandre@écolo-au-boulot.fr. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ciao!